Personne n'a entendu sa frappe, car elle n'a pas frappé. Quand on a marché 15 miles dans un blizzard du Colorado, avec des chiffons en guise de gants et de la glace dans les bottes, on ne frappe pas. On s'effondre à travers la porte et on espère que ce qui se trouve de l'autre côté est plus chaud que ce qui a failli vous tuer pour y arriver. Le froid a détonné dans ce saloon comme une chose pleine de rancune. 20 hommes se sont figés au milieu d'une phrase, d'un verre, d'une respiration. Le poêle en fonte a instantanément perdu la bataille. Et puis, ils l'ont vue. Grande, tremblante, les lèvres de la couleur d'un bleu, un manteau si fin qu'il n'était qu'une rumeur. La neige s'était entassée dans chaque pli de ses vêtements et elle n'en avait pas brossé un seul flocon, car elle avait cessé de sentir son propre corps vers le 7e mile et avait simplement continué à marcher par la seule force de sa volonté. 20 hommes la fixaient, aucun n'a bougé. Mais dans le coin le plus éloigné, un homme assis seul avec un whisky intact et 4 mois de deuil silencieux a levé les yeux. Et quelque chose en lui qui s'était complètement éteint depuis septembre est revenu à la vie sans lui demander sa permission. Aucun d'eux ne savait encore ce qui allait arriver. Vous devez rester pour celle-ci. Elle ne vous quittera pas facilement. Silas Miller avait le genre de visage qui n'avait jamais appris à cacher ce qu'il pensait. Il a contourné le bord lentement, les pouces accrochés au cordon de son tablier. Il a regardé Mercy Higgins de haut en bas, comme un homme regarde du bétail qu'il a déjà décidé de ne pas acheter. Il était lui-même corpulent, un fait qui ne semblait lui causer aucune introspection. Et il portait son autorité sur cet établissement comme les petits hommes portent de grands titres, bruyamment et avec une grande attention à qui regardait. « Nous ne sommes pas un refuge, madame. » Il a dit « madame » comme certains hommes disent « erreur ». La cuisine est pleine, la salle est pleine et franchement, il a laissé son regard parcourir sa silhouette une fois de plus, lentement pour que la salle puisse suivre. Je ne pense pas que vous tiendriez un service complet sur vos pieds. Personne n'a ri, mais 3 hommes ont souri dans leur verre, ce qui était pire. Mercy n'a pas bronché. Elle avait tressailli face à cette cruauté particulière tant de fois au fil des ans que le muscle pour cela s'était simplement usé. Elle est restée là et a reçu le coup avec l'immobilité d'une femme qui a appris que réagir est un luxe qu'elle ne peut pas se permettre. Et elle a dit très doucement, « Je sais cuisiner, je sais nettoyer, je sais tenir les comptes, et je peux travailler plus longtemps que n'importe quel homme dans cette pièce. Si vous voulez une démonstration, je commencerai par la vaisselle. » Silas a ouvert la bouche, la chaise a raclé. Ce n'était pas un son fort dans une pièce devenue si silencieuse, ce n'était pas nécessaire. Toutes les têtes se sont tournées vers la table du coin où Gideon Thorne était assis seul depuis près de 2 heures. Il soignait un unique whisky qu'il avait à peine touché, fixant les veines du bois comme si elles lui devaient une réponse. Il s'est levé lentement. Il était plus grand que la pièce ne semblait s'y attendre. Large de poitrine, buriné comme le climat du Colorado burine un homme qui travaille dehors tous les jours et fait son deuil à l'intérieur. Il portait tout cela sans se plaindre, jusqu'à ce que le poids de tout ça devienne simplement sa forme. Son manteau était de bonne qualité mais vieux. Ses bottes étaient couvertes de la boue honnête d'un ranch en activité. Il n'était pas un homme qui s'était habillé pour l'approbation de qui que ce soit depuis très longtemps. Il a marché jusqu'au bar sans se presser. Il a posé 2 pièces sur le comptoir, sa note payée, puis il s'est tourné, non pas vers Silas mais vers Mercy. Il l'a regardé comme il avait regardé ce plateau de table, attentivement, comme s'il essayait de comprendre quelque chose de vrai. Vous avez marché 15 miles dans cette tempête, je suppose, peut-être plus. Cela mérite mieux que ce que vous venez de recevoir, a-t-il dit. Sa voix était basse et posée, une voix habituée aux grands espaces, aux animaux et au genre de silence qui n'a pas de fond. Mercy n'a rien dit. Elle le regardait avec la prudence particulière d'une femme qui a appris que la gentillesse d'un étranger a presque toujours un coût. Et c'était le cas. « Mon nom est Gideon Thorne », a-t-il poursuivi. « Je dirige une exploitation de bétail à 6 miles à l'est d'ici. J'ai perdu ma mère en septembre. J'ai perdu mon employé en octobre. Le ranch est solide, mais la maison... » Il a marqué une brève pause. Quelque chose bougeait derrière ses yeux qu'il n'a pas laissé atteindre son visage. La maison a besoin d'une une personne capable. Il a levé la main et a retiré son chapeau. C'était un geste de respect si petit et si démodé que quelque chose dans la pièce a changé, presque imperceptiblement. « Je ne suis pas en position de vous offrir un emploi, mademoiselle.
Ce que je peux vous offrir, c'est un foyer, un salaire, une chambre séparée, et ma parole, qui dans ce comté signifie encore quelque chose, que vous serez traité avec plus de dignité que vous n'en avez reçu au cours des 5 dernières minutes. L'arrangement serait un mariage, légal et en bonne et due forme. Vous n'auriez aucune obligation au-delà de la tenue de la maison. Il a soutenu son regard fermement, sans pression, comme un homme tient une porte ouverte sans exiger que vous la franchissiez. Je reconnais que c'est une proposition inhabituelle, a-t-il ajouté avec le fantôme de quelque chose qui était presque de l'humour pince sans rire. Prenez tout le temps dont vous avez besoin. Dehors, le blizzard pressait de tout son poids contre les murs du saloon Montezuma. À l'intérieur, à la lumière d'une lampe ambrée qui donnait à tout l'air d'être la dernière chose chaude sur Terre, Mercy Higgins a regardé Gideon Thorne et a fait le calcul de sa vie en environ 4 secondes. Elle n'avait rien. Il offrait quelque chose. Il l'avait regardée, elle tout entière, et son regard n'avait pas changé. « Je dois d'abord savoir une chose », a-t-elle dit. Il a attendu. « Êtes-vous un homme qui tient sa parole quand cela devient incommode de le faire ?» Gideon Thorne a examiné cela avec le sérieux que cela méritait. « Demandez-moi à nouveau dans 40 ans, a-t-il dit. Je m'attends à ce que d'ici là, vous ayez votre réponse. » La pension de la veuve Abernathy se trouvait à 3 portes du saloon, assez près pour entendre le piano par une nuit calme, assez loin pour que les femmes respectables puissent prétendre ne pas l'entendre. C'était un bâtiment étroit de 2 étages qui penchait très légèrement vers la gauche, comme si des décennies de vente du Colorado l'avaient poussé juste assez pour marquer un point, puis s'en étaient désintéressés. À l'intérieur, ça sentait le savon de cèdre, le linge bouilli et la chaleur particulière d'une maison soigneusement entretenue par quelqu'un qui comprend que l'ordre est une forme d'espoir en soi. Gideon avait parlé à la veuve à la porte pendant que Mercy se tenait derrière lui dans la neige, ce qu'elle a noté sans commentaire. Il n'avait pas expliqué la situation en détail. Il avait simplement dit que la dame avait besoin d'une chambre pour la nuit, qu'il couvrirait les frais et qu'elle devait être traitée comme n'importe quelle autre cliente. La veuve, une petite femme de 60 ans, aux yeux vifs, dont le défunt mari lui avait laissé le bâtiment, et l'excellent instinct de ne jamais poser de questions dont elle ne voulait pas la réponse, avait regardé par-dessus l'épaule de Gideon vers Mercy pendant exactement 1 seconde, puis avait ouvert la porte plus largement sans un mot de plus. La chambre était petite et immaculée. Un lit en fer simple avec une courte pointe au motif d'anneaux de mariage entrelacés, dont l'ironie n'a pas échappé à Mercy. Une table de toilette avec un pichet propre, une chaise près de la fenêtre et une bougie déjà allumée sur le rebord, comme si quelqu'un avait attendu un invité qui avait besoin de lumière plus que toute autre chose. Mercy est restée au centre de la pièce sans bouger pendant un long moment, car elle n'avait pas été dans une chambre qui n'était qu'à elle depuis si longtemps qu'elle avait oublié quoi faire du silence. Elle s'est assise sur le bord du lit. La courte pointe était douce. Dehors, le blizzard continuait son travail indifférent. Elle a pensé à Gideon Thorne. Elle n'était pas une femme stupide. Sa mère avait été cuisinière et son père avait tenu les comptes de 3 ménages différents avant que la boisson ne l'emporte. Et à eux deux, ils lui avaient donné un esprit précis, sceptique et allergique aux mensonges confortables. Elle a examiné les faits tels qu'elle les avait. Un homme qu'elle ne connaissait pas lui avait offert un mariage légal, une chambre séparée, un salaire et sa parole. Il avait retiré son chapeau. Il n'avait pas regardé son corps comme un problème à gérer. Il ne lui avait rien demandé au-delà de la tenue d'un foyer. Et quand elle avait testé son caractère directement, il avait répondu avec 40 ans au lieu de 5 minutes. C'était soit la réponse d'un homme profondément honorable, soit celle d'un menteur remarquablement patient. Et d'après son expérience, les menteurs remarquablement patients s'embêtaient rarement avec les femmes qui n'avaient rien qui vaille la peine d'être volées. Elle a pensé à l'alternative. La tempête se calmerait dans 2, peut-être 3 jours. Elle avait 11 cents, aucun contact à Leadville, et un corps que le monde avait passé 31 ans à lui dire qu'il était un inconvénient pour tout le monde, y compris pour elle-même. Elle pouvait attendre le dégel et retourner dans le même pays qui lui avait déjà tout pris. Elle pouvait essayer à nouveau une autre ville, une autre porte de cuisine, un autre Silas Miller avec ses cordons de tablier et ses yeux baladeurs. Ou elle pouvait s'aventurer dans l'inconnu avec un homme qui, en l'espace de 10 minutes, l'avait traité avec plus de décence élémentaire que la plupart des gens ne le faisaient en une vie.
Elle s'est allongée sur la courte pointe et a fixé le plafond où une tache d'eau dans le plâtre formait une silhouette qui ressemblait presque à une rivière, ou une route, ou simplement le contour d'un ailleurs. Elle a pensé à sa mère qui avait toujours dit que le courage n'était pas l'absence de peur, mais la décision que quelque chose d'autre importait plus. Elle a pensé à cette chambre séparée, ce salaire, cette parole. Au moment où la bougie avait consumé un tiers de sa longueur, elle avait cessé de penser et savait simplement. Le matin, elle trouverait Gideon Thorne. Elle lui dirait oui, non pas avec le désespoir d'une femme qui se noie et s'agrippe à un bout de bois, mais avec l'intention délibérée et lucide d'une femme qui a regardé deux avenirs et choisi celui qui exigeait plus d'elle. Elle a tiré la courte pointe jusqu'à son menton. Pour la première fois depuis plus longtemps qu'elle ne pouvait honnêtement s'en souvenir. Elle avait chaud, elle a dormi. Elle l'a trouvé à 7 heures du matin, debout devant la porte de la veuve, son chapeau à la main et 2 tasses de café qu'il avait apportées de la cuisine du saloon 3 portes plus loin. Une dans chaque poing, toutes deux encore fumantes dans l'air glacial. Il n'avait pas supposé qu'elle dirait oui. Elle l'a su immédiatement. Il n'y avait aucun triomphe sur son visage, aucune expression qui suggérait un homme qui avait passé la nuit certain de son succès. Il ressemblait plutôt à un homme qui avait mal dormi et qui était prêt à ce qu'on lui dise non, avec la même tranquillité qu'il avait offerte pour tout le reste. Elle a pris le café. Elle a dit « Oui, mais je le veux par écrit, la chambre séparée et le salaire. » Il a hoché la tête une fois, comme si ce n'était pas seulement raisonnable, mais exactement ce qu'il aurait exigé lui-même. Je demanderai au révérend Amos de rédiger les termes avant la cérémonie. Ce matin, le temps va s'améliorer d'ici l'après-midi. Je dois retourner au ranch avant. Il a fait une pause, si cela vous convient. Cela ne lui convenait pas particulièrement. Rien dans cette matinée ne lui convenait. Ni la vitesse, ni le froid, ni le fait qu'elle était sur le point d'épouser un homme dont elle ne connaissait pas le deuxième prénom. Mais elle avait pris sa décision à la lueur d'une bougie et elle n'avait pas l'habitude de défaire les choses à la lumière du jour. Alors elle a fini son café, lui a rendu la tasse et a dit « Donnez-moi 20 minutes ». La veuve avait anticipé quelque chose. Mercy est descendue pour trouver une robe en laine bleu foncé posée sur le fauteuil du salon. Simple, à col haut, bien faite, appartenant à une femme peut-être 2 tailles plus petite que Mercy, mais élargie aux coutures avec les pointes invisibles et soignées de quelqu'un qui avait été plus forte et avait gardé la robe quand même. À côté, une paire de bottes noires à peine portées. La veuve elle-même était dans la cuisine et n'en est pas sortie, ce qui était une forme de tact extraordinaire. Et Mercy est restée un moment dans le salon avec la robe dans les mains, ressentant quelque chose qu'elle ne pouvait pas tout à fait nommer. Pas de la gratitude exactement, mais la reconnaissance spécifique, presque douloureuse, d'être vue par une étrangère et jugée digne de l'effort. Elle s'est habillée. Elle a épinglé ses cheveux. Elle s'est regardée une fois dans le petit miroir au-dessus de la table de toilette, brièvement et sans s'attarder, puis elle est descendue et est sortie dans le froid. Le révérend Amos tenait son église comme il tenait ses sermons. Sobre, honnête et plus chaleureuse qu'elle n'en avait l'air de l'extérieur. C'était un homme aux longs membres, âgé de 50 ans, avec des lunettes qu'il perdait toujours et une Bible qu'il ne perdait jamais. Et il les a reçus ce matin-là avec la grâce imperturbable d'un homme qui a marié les désespérés, les pleins d'espoir, les pragmatiques et les amoureux, et qui a fait de la paix depuis longtemps avec le fait qu'aucune de ces catégories n'est mutuellement exclusive. Il leur a d'abord lu les termes, l'écriture de Gideon, nette et délibérée, dans les marges d'un papier plié. Quartier séparé, un salaire mensuel égal à celui d'un ouvrier de ranch qualifié, statut juridique complet de Madame Thorne pour toutes les questions de propriété et de contrat. Mercy a lu chaque mot. Elle a posé une question sur la clause de propriété. Gideon y a répondu directement et sans irritation, ce qui lui a appris quelque chose d'utile sur lui. Puis le révérend Amos a ouvert sa Bible. La cérémonie fut brève. Il n'y avait ni fleurs, ni invités, ni musique. Dehors, par les étroites fenêtres de l'église, Leadville vaquait à ses occupations matinales et glaciales, totalement indifférente au fait que 2 vies étaient en train d'être modifiées de façon permanente à l'intérieur de ses murs. Les vœux étaient les anciens, sans fioriture, s'unir et se chérir dans la maladie comme dans la santé, jusqu'à ce que la mort les sépare. Des mots si anciens et si grands que même un arrangement pratique ne pouvait que ressentir leur poids.
Quand le révérend Amos est arrivé à la partie sur l'Alliance, Gideon a fouillé dans la poche de son manteau et a sorti un simple anneau d'or qui avait clairement appartenu à une femme avant. Celui de sa mère, comprit Mercy sans qu'on le lui dise, car c'était la seule chose logique et parce que la manière prudente dont il le tenait racontait toute l'histoire. Il l'a regardée, demandant sans demander. Elle a tendu la main. L'anneau était une demi-taille trop petit. Il l'a fait passer doucement sur son articulation, avec une patience qui devenait, elle commençait à le comprendre, simplement la texture de sa façon de tout faire. Et quand l'anneau fut en place, il ne lâcha pas sa main immédiatement, mais la tint juste un instant. Pas de manière romantique, pas avec une intention particulière, mais comme on tient quelque chose qui vient de vous être confié et que l'on est déterminé à ne pas briser. Vous pouvez embrasser votre épouse, dit le révérend Amos avec la neutralité exercée d'un homme qui a appris à ne pas prédire ce qui se passe ensuite dans ces moments. Gideon a regardé Mercy. Mercy a regardé Gideon. Toute une négociation silencieuse s'est déroulée entre eux en environ 2 secondes. Il a plutôt levé sa main à elle et a pressé ses lèvres brièvement, formellement, sur ses articulations. C'était le geste d'un autre siècle, ou peut-être simplement celui d'un homme qui comprenait que certaines distances se comblent lentement ou pas du tout, et que ce rapprochement valait la peine d'être bien fait. Le révérend Amos l'a noté dans son registre sans commentaire. Gideon Thorne et Mercy Higgins, unis par les liens du mariage, le 14 janvier 1877. Témoin, aucun. Météo, mauvaise. Dehors, le blizzard avait commencé de manière presque imperceptible à se calmer. Au moment où ils sont retournés dans le froid en tant que mari et femme, encore des étrangers mais légalement liés par l'encre, l'or et les mots les plus anciens de la langue anglaise, le ciel s'était éclairci pour prendre la couleur de l'étain. Et quelque part à l'est, à peine, les montagnes commençaient à se montrer à nouveau à travers les nuages. Le chariot de Gideon attendait là où il l'avait laissé, les 2 chevaux piaffant et fumant dans le froid. Il l'a aidé à monter sur le banc, une main offerte, stable mais sans présomption, puis il est monté à côté d'elle et a pris les rênes. Ils ont quitté Leadville en silence. Ce n'était pas un silence inconfortable. C'était le silence de 2 personnes qui venaient de faire quelque chose d'énorme et qui commençaient tranquillement, séparément, à comprendre ce que cela signifiait. Le Ranch Thorne s'est annoncé progressivement, comme le font les choses honnêtes. D'abord, une ligne de clôture émergeant du blanc, des poteaux sombres sur la neige, droits et bien entretenus, à la manière d'un homme qui croit que les limites d'une chose comptent. Puis, une grange, grande et solide, avec du bois frais réparant une section plus ancienne du mur sud. Puis la maison elle-même en retrait de la route sur une légère élévation, comme si elle avait délibérément choisi sa position, voulant voir ce qui arrivait de loin. Ce n'était pas une belle maison. Elle n'était pas censée l'être. Elle était censée durer et elle en avait l'air. 2 étages de rondins de pain et quarry, un porche couvert sur toute la largeur de la façade, des fenêtres placées pour la lumière plutôt que pour la décoration, une cheminée à chaque extrémité, assez large pour être sérieuse face à un hiver du Colorado. Mercy l'a observé depuis le banc du chariot sans commentaire, mais elle cataloguait, comme son père lui avait appris à lire un livre de contes. Elle cherchait ce qui était présent, ce qui était absent, et ce que le fossé entre les deux essayait de dire. Ce qui était présent, la structure, l'ordre, la fonction. Chaque ligne parlait d'un homme qui entretenait les choses fidèlement, les réparait rapidement et s'attendait à ce qu'elles lui survivent. Ce qui était absent, tout signe que quelqu'un y avait été heureux récemment. Gideon a dételé les chevaux et s'en est occupé avant toute autre chose, ce que Mercy a noté et classé comme information. Un homme qui s'occupe de ses animaux avant lui-même est un type d'homme particulier. Elle a porté son propre sac, la petite chose abîmée qui contenait tout ce qu'elle possédait, ce qui n'était pas grand-chose, jusqu'aux marches du porche, et a attendu qu'il déverrouille la porte d'entrée avec une clé qu'il gardait sur un simple anneau de fer avec 2 autres. À l'intérieur, la maison était froide mais propre. Il avait entretenu le feu du poêle avant de partir et il avait conservé assez de chaleur pour empêcher les tuyaux de geler, rien de plus. La pièce de devant contenait une longue table, 4 chaises, un canapé qui avait été de bonne qualité et une rangée de crochets près de la porte
où le manteau d'une femme n'avait pas été suspendu depuis 4 mois. Il a allumé les lampes sans cérémonie. Il a ajouté du bois au poêle avec les mouvements efficaces d'un homme qui avait fait cela seul chaque matin pendant plus longtemps qu'il ne voulait le compter. Puis il l'a conduite à l'étage. Il y avait 3 portes sur le palier. Il a ouvert la première, une chambre modeste, orientée au sud, avec un lit en fer, une commode et une fenêtre qui donnaient sur le pâturage voisin où 6 chevaux se tenaient dans la neige comme une peinture de la patience. « C'est la vôtre, a-t-il dit. J'ai déplacé les affaires de ma mère dans la commode du couloir. Vous pouvez faire de la chambre ce que vous voulez. » Il l'a dit simplement, sans sentiment, mais elle a entendu ce qu'il y avait en dessous. Il avait préparé cela avant qu'elle ne dise oui. Il avait déplacé les affaires de sa mère décédée de cette chambre dans l'espoir qu'une étrangère puisse un jour avoir besoin d'un endroit pour mettre les siennes. Elle est restée sur le seuil et a regardé la chambre un instant. « Merci, a-t-elle dit, et parce que cela semblait insuffisant compte tenu de tout le poids de ce qu'il venait de lui dire sans le vouloir, elle a ajouté « J'en prendrai bien soin. » Il a hoché la tête. Il lui a montré la deuxième porte, sa chambre, de l'autre côté du palier, présentée avec une franchise directe qui donnait à l'arrangement séparé l'air de ce qu'il était. Une promesse tenue avant même d'avoir besoin d'être tenue. La troisième porte était une petite salle d'eau, à peine assez grande pour se retourner, avec une baignoire en étain et une étagère de savon ordinaire. Il lui a montré la cuisine en dernier. Grande, bien équipée, la seule pièce de la maison qui avait clairement reçu l'attention la plus récente, comme s'il avait su instinctivement que c'était la pièce qui compterait le plus pour quiconque viendrait d'après. Elle a passé sa main sur le plan de travail. Du bon bois, bien patiné, un poêle qu'elle a reconnu comme fiable, des casseroles suspendues par ordre de tôle, une fenêtre au-dessus de l'évier qui faisait face à l'est, ce qui signifiait la lumière du matin, ce qui signifiait que quiconque travaillait ici avait été pris en considération. « Je peux travailler avec ça, a-t-elle dit. C'était la première fois qu'elle voyait quelque chose changer dans son expression. Pas un sourire exactement, mais le petit ajustement d'intérieur d'un homme qui s'est préparé à la déception pendant si longtemps que l'absence de celle-ci nécessite un moment pour être assimilé. Ils ont soupé ce premier soir aux extrémités opposées de la longue table. Le poêle crépitait de chaleur dans la pièce et le vent poussait contre les fenêtres sans pouvoir entrer. Il avait préparé le repas lui-même, des haricots, du porc salé et du pain de maïs, simple et suffisant. Car elle avait voyagé toute la journée et il n'était pas homme à exiger que quelqu'un prouve son utilité avant de s'être reposé. Ils ont peu parlé. Ils se sont passés le sel. Ils étaient des étrangers partageant une table, ce qui est l'un des plus anciens arrangements humains qui soient. Et ils l'ont fait sans prétention ni performance, ce qui était, bien qu'aucun d'eux n'ait encore de mots pour cela, la toute première pierre posée dans les fondations de quelque chose qui leur survivrait à tous les deux. La confiance, Mercy l'avait toujours cru, ne se donnait pas. Elle se construisait lentement, à partir de petits matériaux, comme on construit une bonne clôture, un poteau, une traverse, une journée de travail honnête à la fois. Elle a regardé de l'autre côté de la table l'homme qu'elle avait épousé 14 heures plus tôt, qui mangeait ses haricots tranquillement et ne lui demandait rien d'autre que sa présence à sa table. Et elle a pensé, « Avec ça, je peux travailler. Ça, je sais comment le faire. » À l'étage, dans la chambre orientée au sud qui était maintenant la sienne, le lit en fer était fait avec du linge propre plié au coin militaire d'un homme qui avait appris la propreté d'une mère qui croyait que cela comptait. C'était, selon toute mesure raisonnable, le jour le plus étrange de sa vie. C'était aussi, réalisa-t-elle, le premier jour depuis très longtemps qu'elle terminait avec plus qu'elle n'avait commencé. Si cette histoire vous touche, si Mercy et Gideon vous semblent être des personnes qui valent la peine d'être suivies, alors faites quelque chose de petit qui signifie beaucoup. Appuyez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous pour ne jamais manquer le prochain chapitre. Il y a encore 8 chapitres à venir et ça ne fait que s'approfondir à partir d'ici. Le meilleur de cette histoire est encore à venir. Elle a découvert les livres un jeudi, 3 semaines après son arrivée au Ranch Thorne, derrière une porte qu'elle avait supposée être un placard et qui s'est avérée être quelque chose de plus proche d'une confession. C'était une petite pièce attenante au salon principal, à peine plus grande qu'une garde-robe généreuse, avec une seule fenêtre orientée au nord et 3 murs tapissés d'étagères du sol au plafond. Les livres étaient vieux, nombreux et manifestement aimés. Pas l'amour d'un collectionneur qui prise l'état,
mais l'amour d'un lecteur qui chérit le contact. Leurs pages étaient douces au coin à force d'être manipulées, leur dos craquelait au passage des plus visités, comme si le livre lui-même se souvenait où on avait le plus besoin de lui. Il y avait des romans, des recueils de poésie et 2 grands livres d'histoire naturelle, avec des illustrations colorées à la main d'oiseaux et de plantes, que quelqu'un, une main de femme, soignée et petite, avait annoté dans les marges avec ses propres observations. Mercy est restée sur le seuil un long moment. Puis elle est allée trouver Gideon dans la grange. La pièce à côté du salon, a-t-elle dit, avec les livres. Il lui tournait le dos, travaillant d'une pièce de harnachement. Il ne s'est pas retourné immédiatement. Ce qui, elle l'avait appris maintenant, n'était pas de l'impolitesse, mais simplement sa façon de traverser les choses difficiles en se ressaisissant d'abord. Ceux de ma mère, a-t-il dit. Je n'ai pas, je l'ai laissé tel quel. Puis je l'utilisais. Il s'est alors retourné. Il l'a regardé avec cette expression attentive et mesurée qui, elle commençait à le comprendre, était sa version d'une porte ouverte. C'est votre maison, a-t-il dit. Vous pouvez utiliser n'importe quelle pièce. Elle n'y avait pas encore pensé comme sa maison. Le mot a résonné différemment de ce à quoi elle s'attendait. Elle a commencé à passer ses soirées dans la petite pièce après que le souper fut débarrassé et la cuisine remise en ordre. Elle allumait 2 lampes, une pour la pièce, une pour la page, et choisissait un livre sur les étagères avec la délibération d'une femme qui a eu faim de quelque chose et qui, enfin, s'autorise soigneusement à manger. Elle lisait comme sa mère le lui avait appris, lentement, complètement, accordant à chaque phrase toute l'attention qu'elle avait méritée. C'est le 9e soir que Gideon est apparu sur le seuil. Il n'avait clairement pas l'intention de s'arrêter. Il passait pour aller à la cuisine chercher de l'eau, encore dans son manteau de travail. Il s'est simplement arrêté quand il a vu la lumière de la lampe et le livre ouvert. Et peut-être quelque chose dans la qualité du silence de cette pièce qui était passée du silence de l'absence au silence de l'habitation. Il est resté sur le seuil sans parler. Mercy a levé les yeux. Elle a noté les marges, a-t-elle dit sans préambule. Votre mère, elle avait des opinions très précises sur les schémas de migration. Elle a tourné le livre pour qu'il puisse voir la petite écriture soignée dans les marges d'une page sur les mouvements saisonniers du merle bleu des montagnes. Quelque chose a traversé son visage qu'il n'a pas essayé de contrôler, ce qui lui a dit que cela l'avait surpris, lui aussi. Il est entré dans la pièce. Il s'est assis sur la chaise en face de la sienne, la 2e chaise qui avait toujours été là, étendant, comme le font les 2e chaises, et elle lui a tendu le livre. Il a regardé l'écriture de sa mère pendant un long moment dans un silence qui avait du poids et de la texture et qui n'était en aucun cas inconfortable. Elle vous aurait apprécié, a-t-il dit finalement. Il l'a dit doucement et avec certitude, comme un homme énonce un fait sur le temps ou la terre. Mercy a senti les mots se poser quelque part dans sa poitrine qui était vide depuis longtemps. Elle n'a pas osé répondre immédiatement, alors elle a tendu la main à la place et a tourné vers la page annotée suivante pour lui montrer. Et ce faisant, sa main a effleuré la sienne là où elle reposait sur le livre ouvert. Une demi-seconde de contact, non planifié et sans hâte. Aucun d'eux n'a reculé. Cela n'a duré qu'un instant, puis elle a tourné la page et a montré une note en marge sur le dur-bec des pins qui était si caractéristique et emphatique qu'il a fait un son, bas, calme et entièrement authentique. C'était la première fois qu'elle l'entendait rire. C'était un petit son. C'était le plus beau son qu'elle ait entendu depuis des années. Elle a baissé les yeux sur le livre et s'est autorisée, en privé et sans fanfare, à sourire. Dehors, la nuit du Colorado pressait toute son obscurité contre la fenêtre et la lumière de la lampe tenait bon contre elle. Et la 2e chaise dans la pièce qui était vide depuis 4 mois n'était plus vide. Et aucun d'eux n'a mentionné quoi que ce soit de tout cela, car certaines choses sont comprises plus clairement lorsqu'elles ne sont pas dites à voix haute. Les Vanks sont arrivés un mercredi matin sans prévenir, comme les voisins de la frontière du Colorado arrivaient toujours, comme si la distance elle-même était une annonce suffisante. Mercy a d'abord entendu le chariot. Elle était dans la cuisine en train de pétrir la pâte à pain quand le bruit des sabots lui est parvenu à travers la vitre de la fenêtre. Elle a appuyé ses mains enfarinées à plat sur la table un instant avant d'aller voir. Un homme large et buriné descendait du chariot et derrière lui, une femme d'environ 50 ans se dirigeait déjà vers le porche avec l'autorité tranquille de quelqu'un de parfaitement familier avec la terre sous ses pieds
Gideon est entré de la grange en boutonnant encore son manteau. Il l'a vu à la fenêtre. Caleb Vance, a-t-il dit, et Martha. Il a dit leurs noms comme on dit les noms des choses sur lesquelles on compte depuis longtemps. Mercy a dénoué son tablier et est allée à la porte. Martha Vance est entrée dans la cuisine, a posé un plat couvert sur la table, sans cérémonie, a regardé Mercy avec le regard direct et totalement dépourvu de sentimentalisme d'une femme qui a tout vu de ce que ce territoire produit en matière de difficultés et de nouveautés, et a dit « J'avais l'intention de venir depuis novembre. Je serais venu plus tôt, mais Caleb avait un rhume de poitrine et je n'allais pas le laisser seul avec le poêle. » Puis elle s'est assise comme si elle l'avait fait 100 fois et avait bien l'intention de le faire 100 fois de plus. Dehors, les hommes parcouraient la ligne de clôture. Mercy pouvait les voir par la fenêtre de la cuisine entre les phrases. Caleb avec les mains dans le dos, Gideon avec son chapeau baissé, tous deux se déplaçant au rythme lent et réfléchi des hommes menant le genre de conversation qui est principalement du silence avec quelques mots placés soigneusement à l'intérieur. Martha a parlé. Elle a parlé des semailles de printemps, du prédicateur itinérant et de l'hiver d'il y a 2 ans qui avait emporté 6 de leurs bêtes en une seule nuit. Et elle parlait comme certaines femmes parlent, avec la générosité de quelqu'un qui comprend que ce qu'elle offre vraiment n'est pas de l'information, mais de la compagnie. Mercy s'est retrouvée à répondre de la même manière, en disant plus qu'elle n'avait dit à personne depuis l'Ohio, depuis avant la mort de sa mère, l'épuisement des économies et l'hiver devenu quelque chose à survivre plutôt qu'à simplement endurer. C'est pendant le repas, le pudding de patates douces de Martha, qui était parfait, que c'est arrivé. Mercy racontait une histoire sur son père qui avait été instituteur avant la guerre et qui avait un jour lu un passage de Don Quichotte à voix haute au souper, ce qui avait fait rire sa mère si fort qu'elle avait fait tomber une louche dans la marmite. Ce n'était pas une histoire remarquable. Elle l'avait déjà racontée. Mais quelque chose dans la cuisine, la lumière de la lampe, la banalité de 4 personnes autour d'une table, la rendait nouvelle dans sa propre bouche, et elle l'a bien racontée et tout le monde a ri. Elle a levé les yeux quand le rire s'est calmé et a trouvé Gideon qui la regardait. Pas comme le saloon l'avait regardé, pas avec le regard prudent et neutre qu'il avait maintenu ces semaines, comme un homme gardant une frontière qu'il avait décidé de ne pas franchir. Il la regardait comme on regarde quelque chose qu'on a vu si longtemps qu'on a cessé de le voir. Et puis, par un après-midi ordinaire, on le voit complètement. Et cette vision réorganise quelque chose en vous qui ne revient jamais en arrière. Elle a soutenu son regard juste un instant, puis Martha a dit quelque chose sur le pudding, et le moment est passé comme de tels moments passent. Il ne s'est pas terminé exactement, mais s'est replié tranquillement dans le tissu de la soirée. Après le départ des Vance et la remise en ordre de la cuisine, Mercy est allée dans la petite pièce à côté du salon. Elle a allumé la lampe. Elle a choisi un livre. Quelques minutes plus préoccupant, elle a entendu ses pas dans le couloir, la pause familière sur le seuil, puis le son de la deuxième chaise. Elle n'a pas levé les yeux. Elle a tourné la page et s'est autorisée à nouveau à sourire. Le baiser est venu en avril, ce qui semblait juste. Pas le genre dramatique et balayé par la tempête que les poètes fabriquent, mais une chose tranquille qui s'est produite près de la fenêtre de la cuisine un matin où la neige s'était enfin définitivement retirée du pâturage inférieur et où le premier ver mince apparaissait le long du lit du ruisseau. Gideon avait montré où il avait l'intention de poser la nouvelle clôture. Mercy avait écouté, et puis aucun d'eux ne parlait de la clôture et sa bouche était sur la sienne. Et cela n'a duré qu'un instant, mais cela a réorganisé la maison comme le déplacement d'un seul meuble peut réorganiser une pièce entière. Tout était soudainement dans une position plus vraie qu'auparavant. Ils n'en ont pas parlé directement. Ils n'en avaient pas besoin. À l'heure du souper, il y avait une qualité différente dans le silence entre eux, plus pleine en quelque sorte, comme une pièce sonne différemment une fois qu'elle a été habitée. Andrew est né en février suivant, dans un blizzard que Mercy a dit plus tard qu'elle aurait dû prévoir. Compte tenu de son histoire avec les hivers du Colorado, il est arrivé avec un bruit considérable et très peu de patience, des traits qui le définiraient de manière fiable pour les 60 années suivantes. Gideon est resté assis devant la porte de la chambre pendant 11 heures, son chapeau à la main. Et quand les pleurs ont commencé, les nouveaux pleurs, furieux, étonnants, il a pressé son front contre le cadre de la porte
et n'a pas bougé pendant un long moment. Mercy l'a regardé tenir leur fils pour la première fois et a pensé, voilà, le dernier mur est tombé. Emily est arrivée 18 mois plus tard, solennelle et observatrice dès le début, avec les yeux attentifs de son père et la mâchoire têtue de sa mère. Puis Alice, qui riait de tout dès ses premières semaines, comme si le monde avait été construit spécifiquement pour son amusement. Puis Aaron et Alexander ensemble à l'automne de 1884, ce qui a failli tuer Mercy et ne l'a pas fait parce qu'elle n'était pas, comme le remarqua le médecin avec une admiration non dissimulée, une femme qui cédait aux circonstances sans se battre. Le ranch a grandi avec les enfants. Gideon a ajouté 12 acres le long du ruisseau en 1881, puis une vraie grange le printemps suivant, puis un deuxième employé quand le bétail a dépassé ce qu'un seul homme pouvait raisonnablement gérer. Mercy tenait les comptes dans un registre qu'elle maintenait avec la même précision qu'elle apportait à tout. Des colonnes propres, des chiffres exacts, des notes en marge de sa main soignée qui étaient à la fois un dossier financier et une correspondance privée avec la terre elle-même. Bonne année, été difficile, perdu 2 veaux à cause du froid, mais le reste s'en est bien sorti. La maison, pendant ce temps, est devenue une maison au sens plein du terme. Quelqu'un était toujours à table. Quelqu'un avait toujours besoin d'une botte réparée, d'une question répondue ou d'une histoire racontée avant de dormir. Mercy lisait à voix haute le soir, les mêmes livres de la petite pièce à côté du salon, plus de nouveaux commandés par catalogue à Denver. Et les enfants s'arrangeaient autour d'elle comme les animaux s'arrangent autour de la chaleur, instinctivement, sans calcul. Gideon rentrait après la dernière vérification de la grange et restait un moment sur le seuil du salon avant que quiconque ne le remarque, juste à regarder. 5 têtes penchées vers la lumière de la lampe, la voix de sa femme se déplaçant à travers une phrase avec l'assurance de quelqu'un qui connaît la valeur de ce qu'elle porte. Il avait passé beaucoup de temps dans une maison silencieuse. Il comprenait maintenant ce que ce silence lui avait coûté. Il entrait et prenait sa chaise, et Emily grimpait sur ses genoux sans interrompre la lecture de sa mère. Et Aaron se disputait avec Alexander à voix basse. Et dehors, l'obscurité du Colorado pressait de tout son poids contre les fenêtres, et la lampe tenait bon. C'était ça, la vie. Pas celle qu'il avait négociée dans un saloon par une nuit glaciale de novembre. Effrayé, seul, et saisissant la seule solution que son esprit pratique pouvait produire. Quelque chose de plus grand que ça. Quelque chose qu'il n'avait, en vérité, pas su désirer avant qu'elle ne franchisse la porte et ne le lui montre. Il a tendu la main et a tourné la page pour elle. Elle n'a pas interrompu sa lecture. Sa main a trouvé la sienne sur le livre et y est restée. C'est Andrew qui l'a suggéré, ce qui n'a surpris personne car Andrew avait toujours été celui qui transformait les choses privées en occasion. Il est arrivé au ranch un mardi d'octobre de 1917, son chapeau repoussé en arrière et une expression sur le visage que sa mère a immédiatement reconnue comme celle qu'il avait à 7 ans, chaque fois qu'il avait déjà décidé quelque chose et ne faisait que vous l'annoncer. 40 ans, a-t-il dit à la table de la cuisine comme s'il présentait une preuve. Vous devriez y retourner. Mercy l'a regardé par-dessus son café. Elle avait 68 ans et avait depuis longtemps cessé de faire semblant de considérer des choses sur lesquelles elle avait déjà pris sa décision. Retourner où exactement? Vous savez où? Elle le savait. Elle l'avait toujours su de la manière dont on connaît un endroit qui vous a fait, qu'il existe encore, qu'il a continué sans vous, qu'une partie de l'histoire que vous êtes devenu a commencé entre ces murs par une nuit glaciale de novembre, où vous aviez 31 ans et plus rien d'autre que l'entêtement de continuer à marcher. Gideon n'a rien dit pendant cette conversation. Il était à la fenêtre, regardant ostensiblement le pâturage sud, écoutant en réalité comme il avait toujours écouté, complètement et sans en avoir l'air. « D'accord, » a dit Mercy. Il s'est détourné de la fenêtre. Quelque chose dans son expression disait qu'il avait espéré qu'elle le ferait. Ils sont allés à Leadville un vendredi, juste tous les deux, dans le bon chariot avec la jument baie qu'Andrew avait insisté pour atteler parce que le vieux Green était, à son avis, plus apte à la cérémonie. La ville avait changé en 40 ans, comme les villes de la frontière changent. Une partie de la rudesse s'était adoucie, de nouveaux bâtiments là où les anciens avaient brûlé ou simplement abandonné. Les montagnes derrière tout ça exactement comme elles avaient été et ayant clairement l'intention de le rester. Mercy a regardé le paysage défiler depuis le siège du chariot
avec l'attention particulière d'une femme retournant à un chapitre qu'elle a déjà terminé et qu'elle relit maintenant pour voir ce qu'elle avait manqué la première fois. Le saloon Montezuma était toujours là, plus petit qu'elle ne s'en souvenait, ou peut-être était-elle simplement plus grande maintenant, de toutes les manières qui comptaient. L'enseigne avait été repeinte, les planches du porche étaient neuves. À l'intérieur, ça sentait la même chose, la fumée de bois, la chure et l'âpreté minérale des spiritueux. Et le bar était tenu par un jeune homme qui ne pouvait pas avoir plus de 25 ans et qui regardait les deux personnes âgées qui venaient d'entrer du froid avec une incompréhension polie et totale. Gideon a commandé 2 whiskies qu'ils n'ont pas bu mais ont tenu, car le but n'avait jamais été le whisky. Mercy se tenait au milieu de la pièce et la regardait. L'endroit où elle s'était tenue, tremblante, les mains enveloppées de chiffons et le silence de 20 hommes pesant sur elle comme un second froid. Le coin où Gideon avait été assis. La distance entre ces 2 points n'était pas plus de 15 pieds, ce qui avait été, dans un autre sens, la plus longue distance qu'elle ait jamais traversée. « Je pensais que vous alliez dire non », a dit Gideon à côté d'elle. Sa voix s'était approfondie avec l'âge pour devenir quelque chose qui lui rappelait le son d'un bon feu, bas, régulier et totalement fiable. « Je pensais que vous alliez changer d'avis », a-t-elle dit. « J'y ai pensé. » Une pause. Pendant environ 4 secondes. Elle l'a regardé, ses cheveux blancs, son visage buriné et ses mains qui avaient réparé 10 000 poteaux de clôture, tenu 5 nouveau-nés et tourné les pages des livres de sa mère dans une pièce éclairée par une lampe pendant qu'elle lisait à voix haute. Et elle a senti le poids plein et intact de 40 ans peser chaleureusement sur sa poitrine. Elle a pris sa main. Il a replié ses doigts sur les siens comme il l'avait toujours fait, complètement, sans réserve. Dehors, la première neige de la saison commençait à tomber sur Leadville, douce, indifférente et très belle. La manière dont le Colorado avait toujours mené ses affaires, sans demander la permission et sans excuse. Ils sont restés jusqu'à ce que la lumière change, puis ils sont rentrés chez eux. Mercy est morte un jeudi de mars, ce qu'elle aurait considéré comme un choix pratique. Pas un lundi, qui ressemblait trop à un début, et pas un vendredi, qui aurait gâché la fin de semaine pour tout le monde. Le jeudi laissait le temps d'arranger les choses correctement. Et Mercy Thorne avait passé 48 ans à arranger les choses correctement, et elle ne voyait aucune raison d'arrêter maintenant. Elle ralentissait depuis Noël, pas de manière spectaculaire, pas à la manière de quelqu'un qui se rend, mais à la manière d'un feu qui a brûlé longtemps et bien, et qui, simplement, à la fin, manque de combustible. Elle est restée au lit en février, ce qu'elle a toléré de mauvaise grâce, et a lu, et a donné des avis sur les affaires du ranch que personne n'avait demandé et que tout le monde suivait. Et elle a dit à Alexander, qui s'asseyait avec elle la plupart des matins, que le registre des comptes du pâturage avait une erreur d'arithmétique dans la 3e colonne qu'il devrait vraiment corriger avant que cela ne devienne le problème de quelqu'un d'autre. Il l'a corrigé. Elle a vérifié son travail. Gideon a dormi sur la chaise à côté de son lit pendant les 3 dernières semaines. Pas la 2e chaise de la petite pièce à côté du salon, celle-là n'avait pas bougé depuis 40 ans, mais une simple chaise en bois qu'il avait traînée de la cuisine et qui a laissé une marque sur le plancher qui resterait là longtemps après que tout le reste ait changé. Il dormait mal et se réveillait souvent. Et chaque fois qu'il se réveillait, il tendait la main et trouvait la sienne dans l'obscurité. Et elle pressait ses doigts sans ouvrir les yeux, comme on reconnaît quelque chose que l'on sait déjà. Le dernier matin où elle a été lucide, elle lui a dit de réparer le poteau de clôture nord, qui bougeait à nouveau depuis le dégel d'automne. Il lui a dit qu'il le ferait. Elle lui a dit de manger correctement et de ne pas laisser Emily prendre toutes ses décisions pour lui, car Emily avait l'entêtement de sa mère sans avoir encore acquis son jugement. Il lui a dit que c'était injuste pour Emily. Elle a dit qu'elle en était consciente. Puis elle l'a regardé, directement, complètement, de la manière dont elle l'avait regardé de l'autre côté d'une table de souper 40 ans plus tôt, quand ce regard avait pour la première fois réorganisé quelque chose de permanent en lui. Et elle a dit, « C'était une belle vie, Gideon. Pas « je t'aime », bien que cela fût aussi vrai et l'ait été depuis si longtemps que cela avait dépassé le besoin de langage. Ce qu'elle a dit était la chose la plus grande, celle qui contenait tout le reste. Il l'a compris. « Oui, c'en était une, a-t-il dit. Elle est morte le jeudi matin suivant, avec la première lumière entrant par la fenêtre et ses 5 enfants quelque part dans la maison. Comme elle l'avait toujours préféré, pas seule,
pas en représentation, simplement présente, puis tranquillement absente. Gideon a vécu encore 11 mois. Il a réparé le poteau de clôture nord en avril. Il a mangé correctement, plus ou moins. Il a permis à Emily de prendre plusieurs décisions et l'a contredite sur 2 d'entre elles, ce qu'il croyait que Mercy aurait considéré comme un équilibre raisonnable. Il s'asseyait le soir dans la petite pièce à côté du salon, sur sa chaise, avec la lampe allumée et un de ses livres ouvert sur ses genoux, et la deuxième chaise à côté de lui, et l'obscurité du Colorado contre la fenêtre, et il lisait. On l'a trouvé là un matin de février, le livre ouvert, la lampe éteinte depuis longtemps, la chaise à côté de lui enfin, et définitivement vide. Ses enfants les ont enterrés ensemble, sous le peuplier à l'est de la propriété, là où on pouvait entendre le ruisseau au printemps et où les montagnes étaient visibles les jours clairs, ce qui, au Colorado, était la plupart du temps. Andrew a gravé la pierre lui-même, ce qui lui a pris 3 semaines de plus que promis, et a donné un résultat meilleur que ce que quiconque avait espéré. On pouvait y lire Gideon et Mercy Thorne. Il a demandé, elle a répondu, ils ont bâti quelque chose qui a duré, ce qui était, à tout point de vue, suffisant. Si cette histoire vous a ému, si Mercy et Gideon ont gagné une place dans votre cœur comme le font les bonnes histoires, appuyez sur ce bouton j'aime. Laissez un commentaire ci-dessous en nous disant quel moment vous a le plus marqué et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de croire qu'il n'est jamais trop tard pour être choisi. Et si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant. D'autres histoires comme celle-ci vous attendent et vous ne voulez pas arriver en retard dans le froid.